Si je reviens rapidement vers vous, c'est que notre budget n'est toujours pas bouclé et que cela constitue pour nous une grande préoccupation. Ce budget est d'autant plus indispensable qu'il va être principalement tourné vers la sécurité. Il nous faut impérativement moderniser le puissant site de TV Liberté, mais plus encore, le protéger des attaques informatiques dont il est fréquemment l'objet. La sécurité comme première priorité. Je sais les efforts consentis par beaucoup d'entre vous et je n'ignore pas la difficulté supplémentaire des fins de mois actuellement. Mais si chaque abonné nous donne ne serait-ce que 1 euro, nous sommes sortis d'affaires pour plusieurs mois. C'est donc à notre portée. Merci de votre aide rapide. Chers amis téléspectateurs de TV Liberté, l'émission Synthèse, nous nous retrouvons à nouveau pour une émission un petit peu mélange aujourd'hui, puisque nous avons plusieurs invités et un grand absent, une fois de plus, mais ne vous inquiétez pas, il ne va pas tarder à revenir, notre ami Philippe Randa. Est en rando. Est en rando ? Ah bon ? Il est parti en rando, je me demandais la dernière fois où il s'était rendu, ben c'était en rando. Ah, Randa, rando, rendu, c'est bon. C'est le professeur, c'est le comique de l'émission. Quel humour. Donc, Philippe Randa. J'ai fait mieux. Hein. Ah oui, on espère. Avec un air affligé, on espère. Alors, donc, Philippe. Faut s'échauffer. Philippe ne peut pas être non plus aujourd'hui parmi nous, mais la prochaine fois, c'est promis, juré, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Philippe sera de retour. Voilà. Donc, tout le monde il m'a chargé de tous vous saluer et bien sûr, nous pensons, nous attendons avec impatience. Et puis, nous avons évidemment monsieur le professeur, lui fidèle au poste. Ben oui. Non, c'est pas encore les vacances, alors vous pouvez venir. Vous avez du temps libre. Moi, je ne suis jamais en vacances. Il y a que pendant les vacances que vous êtes très occupé, en fait. Oui, souvent, je sais que les fonctionnaires... Alors, il faut mieux que je fasse attention, parce que j'ai 2 profs à la table. Exactement. Moi, je ne suis pas fonctionnaire. Je plaisantais. Oui, vous êtes un professeur indépendant. Voilà. Donc, bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, Roland. Alors, nous avons 2 invités aujourd'hui qui vont parler de choses bien différentes, mais finalement un peu complémentaires. D'abord, nous avons alors justement le 2e professeur, Didier Le Serre. Bonjour Didier. Alors, bonjour. Didier Le Serre, nos téléspectateurs le connaissent. Il est déjà venu sur ce plateau à plusieurs reprises, en particulier pour nous présenter un livre passionnant qui a été édité il y a 2 ans maintenant, à peu près, oui, c'est ça 2 ans, à peu près 2 ans, oui. Qui est un cahier d'histoire du nationalisme consacré à Honoré d'Estienne-d'Orves et à la résistance monarchiste pendant la dernière guerre mondiale. Voilà exactement. Un cahier qui était très complet et qui est toujours très complet d'ailleurs, que l'on peut se procurer auprès de Synthèse Édition, synthèseédition.com. Et là, bientôt, vous allez sortir. Alors, il n'est pas encore sorti. On espérait un petit peu qu'il serait prêt, mais il est toujours... et c'est pour bientôt. Ça va arriver très vite. Je continue de travailler sur l'ouvrage en question. Sur la fin de l'ouvrage, sur les corrections, dernières corrections de l'ouvrage en question. Et il va être bientôt à l'imprimerie et va bientôt être à disposition de nos lecteurs. Un livre, alors sur un sujet un petit peu analogue, enfin pas tout à fait, mais enfin quand même qui remonte à peu près à quelques années près à la même période. Exactement. Parlez-nous un peu de votre prochain livre, cher Donc, Didier. ce sera un numéro des cahiers d'histoire du nationalisme consacré cette fois à François de La Rocque, donc le fameux colonel de La Rocque, chef des Croix de Feu et ensuite du Parti social français. Donc c'est un numéro surtout sur la vie du colonel François de La Rocque, alors sa carrière politique bien sûr qui est assez bien connue, mais aussi pour toute la première partie, sa carrière militaire qui elle est un peu moins connue et qui est pourtant extrêmement riche, puisque c'est un personnage qui d'abord est mort jeune. François de La Rocque est mort à 60 ans. Donc c'est très jeune, oui. Et donc on peut estimer que sa vie d'adulte a duré 40 ans. Et sur ces 40 ans, il en a passé la moitié dans l'armée française. Donc 20 ans, un peu plus de 20 ans de carrière d'officier de carrière de l'armée française. Et ensuite, sa carrière politique qui
on va dire, a duré une dizaine d'années à peu près, puisque l'essentiel se situe entre 1930 et 1940. Les croix de feu ont été créées. Les croix de feu, pour nos téléspectateurs qui ne le sauraient pas, c'était une association d'anciens combattants qui avait été créée après la guerre de 14, après la terrible guerre de 14. Voilà. Alors, au départ, c'est une association qui est créée par un écrivain qui s'appelle Dartois. Et cet écrivain va créer cette association qui au départ est destinée à regrouper des militaires français, des anciens combattants qui ont été décorés de la Légion d'honneur pour leurs actes de bravoure au feu. En réaction à un nouveau scandale d'attribution de la Légion d'honneur qui a éclaté dans le courant des années 1920. Donc Dartois a créé à ce moment-là, pour défendre la Légion d'honneur, cette association qui, au début, va être une association parmi bien d'autres, avec relativement peu d'adhérents, et qui, ensuite, avec l'arrivée du colonel de La Rocque, va prendre une ampleur considérable et va va rester d'abord une association d'anciens combattants, mais va également devenir une association activité politique. Alors, je vous interromps une petite minute parce que je voudrais juste présenter notre deuxième invité. Notre deuxième invité aussi, qui est un habitué aussi, parce qu'il est déjà venu il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, pour nous présenter ce qui était à l'époque un projet. Et aujourd'hui, il va nous parler d'une réalité, parce que ce projet est devenu une réalité, à savoir le rucher patriote. Alors, le rucher patriote, c'est une forme originale qui peut se développer dans les milieux non conformistes. C'est une sorte de... En 2 mots, comment est-ce que vous pourriez définir ça, Thomas White? Donc, il s'agit de Thomas White. Donc, bonjour Thomas. Oui, bonjour Roland et bonjour aux téléspectateurs de TV Liberté. Eh bien, en 2 mots, et après on reparlera avec le professeur. Le rucher patriote, et après on parlera en 2 mots, le rucher patriote. C'est un site internet d'annonces et d'échanges entre patriotes. C'est très bien. Voilà, tout est dit. Et un site qui mérite de se développer. Et tout à l'heure, nous en parlerons avec Thomas. C'est vraiment un site, c'est une initiative intéressante parce que d'abord, c'est une initiative qui dure. Il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent et puis qui s'arrêtent au bout de quelques mois ou quelques semaines. Lui, maintenant, ça fait plus de 2 ans que c'est lancé. C'est 3 ans même presque. Et, depuis l'idée initiale, oui. Et puis, il y a eu un financement participatif, il y a eu une phase de développement. Et là, ça fait quelques mois que le site existe, d'abord dans des cercles patriotes, des premiers cercles, et puis maintenant on communique publiquement pour que le projet prenne plus d'ampleur, la réalisation maintenant. Tout cela correspond à notre projet global de reconquête si je puis dire, de tous les milieux, y compris au niveau des échanges, des facilités d'échange entre gens de bonne compagnie. Chose très concrète, très pratique. Voilà. Il y a du travail à faire. Alors on va revenir donc au colonel François de La Rocque et aux Croix de Feu. Et à votre livre qui va sortir très très prochainement. Voilà, et donc le colonel de La Rocque qui, je le précise, se prénommait bien François et non pas Casimir, comme l'appelaient ses détracteurs. L'ont surnommé méchamment ses détracteurs, et cette appellation a fini par passer un peu dans l'imaginaire public, et aujourd'hui beaucoup de gens d'ailleurs, pensent qu'il se prénommait Casimir, donc ce qui n'est absolument pas le cas. Beaucoup de choses à dire sur le colonel de La Rocque. Donc je le précisais tout à l'heure, c'est un militaire de carrière, c'est un officier de cavalerie légère qui est sorti de Saint-Cyr en 1907, qui a participé à l'aventure coloniale, comme beaucoup de jeunes officiers à cette époque. Il a été lieutenant en Algérie, pour commencer, ensuite au Maroc. On est dans les années 20, là. Alors là, non, pas du tout. Non, on est vraiment avant la guerre de 1914. Ouais. Il est arrivé en Algérie vers 1911. Donc ensuite, il a demandé à être... il y est resté peu de temps. Il a demandé à être transféré aux confins de l'Algérie et du Maroc, dans une petite bourgade qui s'appelle Beni Ounif, où il a servi pendant quelques temps et où d'ailleurs il a contracté le paludisme qui va lui faire souffrir pendant une bonne partie de son existence, puisque à partir de là, il aura des crises de palu à peu près tous les 2 ou 3 mois.
C'est donc un officier qui ensuite va revenir en France. Il va faire un passage à Lunéville, donc toujours en tant qu'officier de cavalerie légère. Alors, ce qui est important, voilà, Meurthe-et-Moselle. Là, il va participer avec son peloton de cavalerie à une compétition qui, à l'époque, était organisée par un journal qui s'appelait Le Matin, donc on est en 1912, qui s'appelait donc l'épreuve de fond pour unité de reconnaissance et peloton de cavalerie, ce qui va lui apporter un début de notoriété, puisque à la même époque, il va écrire un premier article dans une revue qui s'appelait la Revue hebdomadaire, pour donc un article consacré à la cavalerie, et il va donc attirer l'attention d'Albert Demain, qui est donc l'une des grandes figures du catholicisme social avec René de la Tour du Pin. Il va participer à peu près à la même époque au dîner annuel de la Revue hebdomadaire, donc dans laquelle il a donné ce fameux article. Et il va se retrouver à ce moment-là à la même table qu'un autre contributeur à cette revue qui s'appelle Monsieur Mauriac, qui est né d'ailleurs assez bizarrement 5 jours après le colonel François de la Roque, donc il y avait une proximité. François Mauriac, exactement. Et il va être amené à prendre la parole au cours de cette première réunion devant notamment Maurice Barrès, Albert Demain, Marc Sangnier, donc un certain nombre de figures de l'époque. Donc il commence à avoir une petite notoriété, on va dire, dans certains cénacles, et puis il continue sa carrière d'officier. Il va ensuite rejoindre de nouveau le Maroc et participer à la pacification du Maroc qui est entreprise par le général Lyautey, donc futur maréchal Lyautey. Donc là, on est toujours avant la guerre la Première Guerre mondiale. Et donc encore, on peut dérouler sa carrière, mais enfin, il y aurait tellement de choses à dire. Donc il va... pour reprendre cette période de 1914, donc participer à la pacification, je le disais, en tache d'huile qui est organisée par Lyautey. Donc c'est un officier de Goum. À cette époque, il commande les cavaliers du 1er Goum à cheval. Donc il a une 50aine d'hommes sous ses ordres. Il est toujours lieutenant. Il va faire partie des colonnes mobiles qui participent à la prise de Khénifra. Donc là, on est en juin 1914. Et puis, bien évidemment, quand la guerre va éclater, comme ses camarades officiers, il demande à partir pour la métropole pour pouvoir participer à la défense de la patrie. Ce qui lui est refusé, comme à beaucoup de ses camarades, parce que Lyautey a besoin d'eux pour garder le Maroc à la France. Et donc, à partir de là, régulièrement, le colonel de la Roque va demander à être transféré en vain en France pour rejoindre les tranchées, mais ça ne lui sera pas accordé. Donc, il reste au Maroc. Donc, il va rester au Maroc, et c'est là qu'en 1916, il va être grièvement blessé. Donc, il a été blessé non pas dans les tranchées, mais il a été blessé au cours d'un combat. Qu'est-ce qui s'est passé au Maroc à ce moment-là? Parce on dit toujours évidemment la Première Guerre mondiale, voilà. Parce que tout le monde était mêlé à cette affaire-là. Oui. Mais concrètement, on sait comment ça s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale avec le renard du désert, l'Africa Corse, les riders anglais et tout ça, enfin toute cette guerre, les batailles irakiennes, bref, ça on connaît. Mais la Première Guerre mondiale, comment ça s'est passé? C'est une question qu'on se pose jamais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Première Guerre mondiale au Maroc et en Afrique du Nord? Ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, donc quand la guerre éclate, la France ne contrôle qu'une partie du Maroc français. Alors déjà, il y a le Maroc espagnol, donc le nord du pays, qui est contrôlé par les Espagnols, enfin plutôt mal contrôlé. Le nord du pays, c'est pas le sud. C'est le nord, la côte qui est... Ceuta et Melilla, quoi. Voilà, exactement, et toute la côte jusqu'à Tanger qui est contrôlée par les Espagnols. Et le reste du Maroc est normalement
effectivement territoire français. Mais en fait, la France ne contrôle que la côte ouest du Maroc et puis les confins du Maroc et de l'Algérie. Et entre les deux, l'intérieur du pays, qui est peuplé de tribus berbères insoumises, échappe encore au contrôle. Et donc, le maréchal Lyautey, lorsque la guerre éclate, se voit dans l'obligation de transférer en métropole une partie de ses troupes. Donc il entreprend de faire, pour reprendre sa formule, il entreprend de vider la langouste, mais en conservant la carapace, c'est-à-dire qu'il envoie en métropole, à la demande du gouvernement, toutes les unités dont il peut se séparer, mais par contre, il essaye de conserver les unités, on va dire, les plus efficaces, les officiers sur lesquels il sait pouvoir véritablement compter, de manière à conserver à la France les territoires qui sont déjà contrôlés, et aussi à empêcher les rebelles berbères insoumis de passer à l'offensive et de tenter de profiter de la situation pour rejeter les Français à la mer. Et donc c'est comme cela que le colonel de La Rocque, malgré toutes ses demandes insistantes, va se retrouver dans l'obligation de rester au Maroc pour y faire son devoir d'officier et donc va être blessé au cours d'un engagement contre des rebelles berbères. Et donc cette blessure relativement grave, donc en fait il reçoit une balle qui lui traverse la fesse gauche et qui ensuite traverse la cuisse droite. Donc à la suite de ça, il se retrouve assez sérieusement handicapé et cette blessure va lui faire souffrir sporadiquement, mais jusqu'à la fin de sa vie, un véritable enfer. D'accord. Donc c'est un homme qui est handicapé. Alors déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que le colonel de La Rocque, c'est un homme qui est d'une constitution assez frêle au départ. Donc c'est quelqu'un qui, à force de volonté, réussit à s'imposer comme officier et officier servant sur des théâtres d'opération. Mais tout ça lui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté. Et donc le palu qu'il a attrapé en Algérie, plus cette grave blessure incapacitante qui va le faire souffrir toute sa vie, font que c'est un homme qui est quand même d'une santé assez précaire, on va dire. Et malgré tout, il va réussir des choses absolument extraordinaires, notamment donc le développement des Croix de Feu et du Parti social français, à force de volonté. Mais vous avez écrit aussi un livre sur Destienne-d'Orve. Oui. Et ces deux personnages, moi je pense que le colonel de La Rocque est le plus intéressant des deux. Mais chacun a sa non, mais c'est vrai que parce qu'à cause du parti d'Estienne-d'Orve, c'est l'homme d'une aventure qui a Voilà, et puis d'une aventure assez brève. Voilà, celle du colonel de La Rocque, c'est quand même toute une vie quand même. Oui, bien sûr. Et surtout, c'est très révélateur. Moi, je dirais que curieusement, comme Destienne-d'Orve était au service du général de Gaulle, on l'a beaucoup plus célébré, puis en tant que résistant. Mais en fait, il était aussi au service de Pétain. Il était pétainiste. Il n'a pas du tout été renié, etc. Bon. Mais au fond, est-ce qu'on peut pas dire que finalement Destienne-d'Orve, c'est un homme plus à droite que le colonel de La Rocque? Alors. C'est une tradition très monarchiste, etc. En fait, ils sont issus. Le colonel de La Rocque était beaucoup plus républicain. Enfin. Alors, ils sont issus en fait vraiment du même milieu. C'est un milieu qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de droite nationale populaire, très marqué par le catholicisme social, croyant. Il ne faut pas oublier que l'un des frères du colonel de La Rocque, Pierre de La Rocque, est donc un conseiller du comte de Paris. C'est un adhérent et un responsable de l'Action française. Donc, dans une partie de la famille, il y a cette tentation monarchiste que l'on retrouvait d'ailleurs aussi chez le père de François de La Rocque, Raymond de La Rocque, qui était un officier de l'artillerie de marine, qui finit général et qui a fait une carrière assez brillante au ministère de la Marine, puisqu'il a été notamment rapporteur pour le budget de l'artillerie de marine. Donc ce sont des milieux assez similaires.
manière, je dirais. Le colonel de la Rocque, c'est un homme de droite, mais c'est un républicain, ou tout au moins c'est un homme qui se rallie à la République, parce que je pense qu'il part du constat que la majorité des Français se sont ralliés à la République, acceptent la République, et donc il entreprend de tenir compte des réalités, en fait. Il a écrit un livre, je crois, qui sont peut-être un peu ses mémoires. Alors Pourquoi je suis républicain. Alors il a écrit ce livre, Pourquoi je suis républicain, donc c'est un recueil de textes de nature très différente, mais il a aussi écrit un autre ouvrage qui s'appelle Service public, dans lequel il a exposé l'essentiel de ses idées. Et en fait, il n'y a pas de doctrine chez le colonel de la Rocque. D'abord, les croix de feu, il le dit lui-même, c'est d'abord et avant tout une mystique. C'est la mystique ancien combattant, la fraternité des tranchées. C'est la volonté de faire en sorte que ces hommes qui ont tout donné à la patrie aient leur mot à dire après la guerre, pour d'abord faire pression sur le personnel politique pour qu'il se comporte peut-être un peu mieux qu'une partie ne le faisait, pour dénoncer les scandales qui, bien évidemment, ne peuvent que choquer ces anciens combattants qui se disent nous n'avons pas fait ce que nous avons fait pour ça, pour cette situation, pour cette crise politique que l'on connaît en France après la guerre, dans les années 20, les années 30. Donc cette succession de gouvernements qui n'arrivent pas à se maintenir en place, qui n'arrivent pas donc à développer durablement une politique, ce qui va choquer d'autant plus que la crise ensuite arrive à partir de 1931, la grande crise, la grande dépression qui touche la France vraiment à partir de 1931. Donc il y a cette incapacité des gouvernements, et face à ça, il y a une volonté bien évidemment d'agir, de peser, de moraliser la vie politique, de peut-être construire aussi, de donner à la France un État fort, un État capable de sortir la France de cette ornière. Surtout qu'il me semble que ce qui était... il y avait les affaires dont vous parlez, mais il y avait les sortes célèbres, assez croustillantes d'ailleurs, l'affaire Stavisky, l'affaire Oustric, etc. On retrouvait des gens morts de 3 balles dans la tête, accidentellement. Donc l'affaire Stavisky qui va véritablement, on peut dire, avec la fameuse manifestation du 6 février 1934, va véritablement lancer le mouvement Croix de Feu. Et c'est à partir de cette manifestation du 6 février que les Croix de Feu vont connaître un développement extrêmement rapide, puisque de mémoire, en 1934, au début 1934, il y a à peu près 35 000 adhérents. Donc en 1939, il y aura entre 600 000 et 1 million, en 1936, pardon, avant la dissolution, 39 c'est le PSF, mais en 1936, au moment de la dissolution des Croix de Feu, il y aura entre 600 000 et 1 million d'adhérents. Donc, et il me semble qu'il y a aussi, dans la vie politique de l'entre-deux-guerres, il y a une espèce d'immobilisme intellectuel, c'est-à-dire qu'en fait beaucoup d'hommes politiques ont commencé leur carrière avant-guerre, les hommes qui sont au gouvernement, certains vont la continuer d'ailleurs après la guerre, avec toujours un peu les mêmes thématiques de la Troisième République, puisqu'elle a survécu à la Première Guerre mondiale. Et je pense que, moi, ce que je trouve, c'est que, mais même à droite, vous avez quand même l'Action française qui reste quand même un petit peu dans une logique de l'avant-guerre. J'ai l'impression que dans une certaine mesure, elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe en Allemagne et en Italie. Elle est obsédée par cette question royaliste. Et il me semble que le colonel de la Rocque, lui, se dégage un petit peu de ça. Et c'est ce qu'on connaît mal souvent. Voilà, exactement. Bainville avait quand même abordé le problème. Bainville avait quand même abordé le problème. Bainville. Mais il est mort avant que le nazisme existe. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que donc, le colonel de la Rocque, je le rappelais tout à l'heure, c'est en 37. Il est en 37, Bainville. Le colonel de la Rocque, je le rappelais tout à l'heure, c'est un officier d'abord, un officier de cavalerie légère. Donc normalement, c'est un homme de coup de main en principe au départ, c'est-à-dire qu'il est là pour opérer des actions de reconnaissance, des coups de main très rapides. Donc ce qu'on demande à un officier de cavalerie, c'est d'avoir légère, c'est d'avoir un coup d'œil sûr, d'être capable très rapidement d'évaluer une situation, de prendre des décisions aussi extrêmement rapidement. Mais on
on leur demande aussi une certaine prudence, c'est-à-dire de ne pas se lancer dans des actions inconsidérées qui pourraient se terminer très mal dans la mesure où vous êtes à la tête de 50 ou 60 cavaliers seulement. Donc il ne s'agit pas de charger comme une tête folle sabre au clair. Et ça va très profondément marquer aussi son action politique. Et ça lui sera reproché par certains qui ne comprennent pas justement ce qu'ils prennent pour de l'attentisme ou pour des excès de prudence. C'est qu'en fait, le colonel de Larocque répugne à entraîner les hommes qui lui font confiance et qui le suivent dans des aventures inconsidérées qui ne mènent, selon lui, nulle part. Donc c'est vrai qu'il fait preuve d'une certaine prudence, mais en même temps, il y a véritablement chez lui la volonté d'agir, la volonté de peser et de jouer un rôle. Et ça explique aussi pourquoi il va, avec ses adjoints, consacrer autant d'efforts à développer ce mouvement et à en faire le seul grand mouvement de masse que la France de cette époque et l'un des seuls grands mouvements de masse que la France ait connu tout au long de son histoire récente. Les Croix de Feu sont dissoutes par le Front Populaire. Voilà. Le Front Populaire en 1936. Voilà, en juin 1936. Se reconstitue rapidement. Alors très rapidement, dès le mois de juillet, le mois suivant, au Parti social français. Et ce que on en parle peu, à dire vrai. En 1940, il devait y avoir des élections, si je ne m'abuse. Et les Croix de Feu étaient... le Parti social français était donné gagnant. Alors, exactement. C'est notamment ce qu'expliquait, par exemple, le professeur René Raymond. Il est très probable que si les fameuses élections législatives de 1940 avaient eu lieu, elles aient été remportées par le Parti social français. Il faut savoir que lorsque la guerre éclate, le Parti social français a 11 députés. Il a plus de 2700 maires. Il a 10 000 conseillers municipaux et on pense qu'il aurait très probablement eu plus de 100 députés si ces fameuses élections avaient eu lieu. Donc c'est un parti qui compte à cette époque, mais c'est surtout un parti qui se veut, parce que c'est la volonté du colonel de Larocque, indépendant et qui est très jaloux de son indépendance. Donc qui refuse justement des alliances avec ce que les adversaires de l'époque appelle l'extrême droite nationaliste. Donc il se méfie beaucoup de l'Action française, les jeunesses patriotes, la solidarité française. Bon, bien évidemment, le PPF. Et en plus, il existe une véritable concurrence pour attirer des adhérents entre le PPF et le PSF. Bon, par contre... PPF, qui est le Parti populaire français de Jacques Doriot, ancien maire communiste de Saint-Denis, ancien dirigeant des jeunesses communistes, qui, finalement, a connu après l'évolution politique que l'on sait. Mais le colonel de Larocque, c'est vraiment un personnage assez fascinant et sur lequel il y a énormément de choses à dire. Alors, le colonel de Larocque, donc après la dissolution des Croix de Feu, donc crée le PSF. Et là, le PSF, en fait, a une existence, malgré tout, assez courte, de 4 ans. Oui, donc c'est juillet 1936 jusqu'en 1940. Et en 1940, il abandonne, en fait, ses activités politiques pour devenir le Progrès social français. Donc c'est toujours le PSF, mais ça n'a plus tout à fait la même signification. Quelle est son attitude par rapport à l'État français du maréchal Pétain ? Alors, le colonel de Larocque a connu le maréchal Pétain avant la guerre, puisque je parlais tout à l'heure de sa présence au Maroc. Il a été donc présent au Maroc sous Lyautey. Et ensuite, le colonel de Larocque est revenu au Maroc dans les années 20, au moment de la guerre du Rif. Oui. Et il revient au Maroc... La guerre du Rif, là, en 2 mots. Alors, 2 mots pour nos téléspectateurs. Voilà, la guerre du Rif, donc c'est un soulèvement dirigé par un chef berbère qui s'appelle Abdelkrim contre les Espagnols. Et les tribus qui obéissent ont rejoint le combat d'Abdelkrim, contrôlent l'essentiel de la zone espagnole du Maroc. Les Espagnols se retrouvent dans une situation extrêmement périlleuse, extrêmement difficile. Ils sont rejetés sur les côtes.
qu'il ne contrôle plus que quelques petites parcelles du nord du Maroc. Et donc, bien évidemment, très vite, les forces d'Abdelkrim, qui va créer une république du Rif, et qui a déclaré le djihad, puisqu'il y a toujours une dimension... Déjà, oui. Mais de toute façon, depuis l'arrivée des colonisateurs chrétiens en Afrique du Nord, le djihad est d'actualité. C'est toujours au nom de ce djihad que les soulèvements se produisent. Et donc, c'est le cas pour Abdelkrim. Il y a une dimension politique, mais une dimension religieuse dans ce soulèvement. C'est l'armée française. Et donc, très vite, cette République du Rif devient une menace pour la partie française du Maroc. Et donc, les Rifins vont finir par passer à l'offensive, comme l'avait d'ailleurs prévu Lyautey. Lyautey avait prévenu le gouvernement français que les Rifins finiraient par attaquer. 1920, donc on est au début des années 20, on est en 1923, 1922-1923. Et donc, c'est à ce moment-là que François de la Rocque va faire son retour au Maroc en tant qu'officier du service des renseignements. Donc, c'est ce qu'on appellera un peu plus tard le service des affaires indigènes. Il va diriger pendant la guerre du Rif d'abord le 2e bureau du 19e corps d'armée, qui est le principal corps d'armée qui lutte contre les Rifins, qui est donc dirigé par le général Bouachu. Et ensuite, il va devenir le chef du 2e bureau du corps d'armée du Maroc. Donc, il a quand même un poste extrêmement important. Et donc, il joue à son niveau, il joue un rôle dans cette guerre du Rif et dans les opérations qui vont amener à la reddition d'Abdelkrim. Durera combien de temps? Alors, en 1926, la guerre du Rif va se terminer. Et donc, c'est d'ailleurs l'adjoint du colonel de la Rocque de l'époque, qui s'appelle Robert Montagne, qui est donc un officier français qui parle à la fois arabe et berbère, qui va être l'un des 2 officiers qui va persuader Abdelkrim de se rendre en mai 1926, et ce qui va mettre donc fin à cette guerre. Alors, Abdelkrim finalement va être exilé à la Réunion, et puis donc il va quitter le Maroc et il n'y reviendra pas, et il finira ses jours en exil. Le colonel de la Rocque, dans sa carrière militaire, a ponctuellement joué parfois des rôles importants. Par exemple, toujours dans les années 20, il a été membre de la mission militaire française à Varsovie. Donc là, on est juste après la guerre qui a opposé les Polonais et la Russie bolchevique. Donc la France envoie en Pologne une mission militaire et le colonel de la Rocque à cette époque est le chef de cabinet du commandant qui commande la mission militaire française à Varsovie. Il va aussi devenir en quelque sorte l'agent de liaison entre l'état-major français et l'état-major polonais. Ce qui l'amène à être en contact avec le maréchal Pilsudski, qui est le président de la République polonaise, et aussi avec le Premier ministre de l'époque, Sikorski. Donc le colonel de la Rocque a joué un véritable rôle avant... C'est Weygand à cette époque-là qui commande alors Weygand, c'est un petit peu après. Weygand, ce sera un petit peu après. Le miracle de la Vistule. Mais le colonel de la Rocque a fait pendant longtemps partie de l'état-major du maréchal Foch. Et là, il va connaître le général Weygand. Et d'ailleurs, pendant la guerre, quand le colonel de la Rocque sera arrêté par les Allemands en mars 1943, il sera envoyé finalement dans le château d'Iter, où il va retrouver, à un moment donné, le général Weygand et sa femme. Il va y retrouver Paul Reynaud. Il va y retrouver comme ça un certain nombre de figures. La guerre approche. La Deuxième Guerre mondiale approche. Voilà. La guerre du Rif, il revient en France, la Pologne, la France. Allez-y, secondes sur le moment. C'est vrai que Weygand a joué un rôle absolument capital, parce que c'est lui qui a fait le plan de défense de la Pologne contre l'armée rouge. Tout semblait perdu. L'armée rouge enfonçait les protections polonaise. Il y a eu le miracle de la Vistule.
qui est en fait l'œuvre de Weygand, mais pour des raisons diplomatiques, on a tout mis à la gloire de Pilsudski parce que c'était la nation polonaise. Mais vous regardez la carte, hein, vous avez à cette époque-là des forces communistes armées à l'intérieur de l'Allemagne et de la Hongrie qui sont en révolution énorme. Et quand vous regardez de la Vistule jusqu'à la frontière allemande, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, les soviétiques sont à quelques centaines, pour pas dire dizaines de kilomètres de faire leur jonction. Et donc la révolution aurait pu gagner l'Allemagne, c'est-à-dire la frontière française. Oui, ça en est fallu peu. C'est pas vraiment une digression, parce que si vous voulez, on oublie ça. On connaît tellement mal l'entre-deux-guerres qu'on oublie ce danger. Et on a l'impression que tout d'un coup, les gens, ils élisent Adolf Hitler juste parce que le gars les a séduits par des belles paroles. Il y a eu quand même un danger absolument capital pour toute l'Europe, qui a traumatisé évidemment l'Allemagne, mais quand même les patriotes français. C'est d'ailleurs l'intérêt, pardonnez-moi de vous interrompre, mes amis, mais c'est justement l'intérêt des livres de Didier Le Cerf, c'est que justement il remet, ce qui est assez rare dans nos bibliothèques, enfin il y en a quand même quelques-uns bien sûr, mais il résume d'une manière très pédagogique et très, très bien vue, justement cette époque, que ce soit le bouquin sur Honoré Dessiendorf, que ce soit celui que vous allez sortir sur François de Larocque. Ça résume cette époque qu'on a souvent tendance à classer d'une manière manichéenne aujourd'hui, qui ne correspond pas du tout à la réalité, en fait. Et ça, c'est important de remettre tout cela en ordre. Alors, Didier, parce que l'heure avance, et nous avons après notre... Je voulais juste dire un dernier mot, et après pour rebondir sur ce que vient de dire notre ami, c'est que les officiers français donc, de cette mission militaire française en Pologne ont joué un rôle important auprès des Polonais, un rôle de conseil, un rôle d'assistance, de formation aussi. Parmi les formateurs, il y a un certain Charles de Gaulle, qui a fait partie de cette mission militaire française en Pologne. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais puisqu'on parle d'Honoré Dessiendorf, je voudrais... parfois, il y a des petites curiosités de l'histoire, et moi j'aime bien ces petites curiosités de l'histoire. En quelques mots, en 1912, le colonel de Larocque se marie dans le manoir de la Boucardière à Chantenay, dans l'agglomération de Nantes. Ce manoir appartient à la famille de son épouse, Édith Alotte de la Fuye. Et il se trouve que Édith Alotte de la Fuye est une parente du grand romancier Jules Verne. Donc, par sa femme, le colonel de Larocque se trouve apparenté à Jules Verne. Puisque... Non, le colonel de Larocque, il y a une parenté, mais il y a un peu parallèle. Voilà. Et donc, la femme du colonel de Larocque, Édith, était donc par ses parents. Son père était, le père d'Édith était un cousin germain de Jules Verne, et sa mère était une nièce de Jules Verne. Et donc le mariage a lieu dans ce château de la Boucardière, à 500 mètres de la villa Tibrao, où Honoré Dessiendorf a été arrêté par les Allemands en juin 1941. Donc ça fait partie des petites proximités comme ça, des clins d'œil de l'histoire. Alors maintenant, on va parce qu'il va falloir qu'on passe à notre second sujet, et notre ami Thomas White attend avec impatience, mais c'est passionnant tout ce que vous nous dites, tout ce que vous racontez. On a vraiment hâte que ce livre sorte. Alors la fin du colonel de Larocque. D'abord, quels sont ses rapports à la fois avec Pétain, le maréchal Pétain, à la fois avec le général de Gaulle, et puis il finit en prisonnier. Voilà, alors le colonel de Larocque, en quelques mots. Voilà, et on va dire, reste fidèle au maréchal Pétain, mais en même temps, bien évidemment, il est profondément patriote, donc le fait de voir la France occupée, le maréchal aussi, mais le fait de voir la France occupée par les Allemands ne lui convient pas, et ne convient pas d'ailleurs à beaucoup de membres du Parti social français. Donc, beaucoup de membres, de responsables, d'adhérents du Parti social français vont entrer individuellement dans la résistance. Le colonel de Larocque, pendant la guerre, va créer un réseau de renseignement qui s'appelle le réseau Clan, qui travaille donc pour les Britanniques. Et il va donc être finalement arrêté en mars 1943. Donc, il est arrêté à Clermont-Ferrand, où il réside à ce moment-là. Il va être remonté sur Paris, où il va être enfermé à Fresnes et ensuite au Cherche-Midi. Il sera ensuite envoyé dans les Sudètes à Eisenberg. Là, il va connaître un camp de détention où il n'est pas astreint à travailler comme beaucoup d'autres déportés, mais où il est soumis à un régime de famine, comme ses camarades prisonniers. Donc, il va se retrouver peser 42 kilos, avec les problèmes de santé qu'il avait déjà depuis avant la guerre. Forcément, sa santé va décliner.
Il est libéré donc en avril 1945. Il revient en France et là, le gouvernement provisoire de la République française va l'assigner à résidence parce qu'on se méfie de lui en raison de son action politique d'avant-guerre. On se méfie de ce qu'il représente encore pour beaucoup de gens. Donc il va se retrouver assigné à résidence à la caserne des Coches à Versailles dans une mansarde insalubre où sa santé va continuer à se détériorer. Il subit entre 45 et 46 3 opérations successives et la dernière, donc c'est le 27 avril 1946. La dernière se passe bien dans la mesure où il sort vivant du bloc opératoire, mais le lendemain... Le 27 avril 1946. Et le 28 avril, le lendemain, le colonel de la Roque rend son dernier soupir. Il meurt... en 46, il est mort. En 1946. Donc il est né en 1885 et il est mort en 1946. Très bien, Didier. Bah, écoutez... Son originalité par rapport à l'Action française ou au PPF, c'est qu'en fait, c'était un des seuls mouvements nationalistes qui était prêt à jouer le jeu des institutions de la Troisième République, au bout du compte. Exactement, et qui voulait avant tout non pas faire, on va dire, la révolution pour transformer radicalement le pays et le paysage politique. C'est en ça qu'il est souvent mal compris, même par les nationalistes, parce qu'on confond les croix de feu avec... on peut dire qu'à sa façon... dans les programmes scolaires, les ligues, ce sont des méchants. C'est un précurseur de ce qui sera après la guerre, le mouvement gaulliste, avec notamment le RPF, et qui débouchera sur la mise en place de la 5e République. Beaucoup de gens du RPF et tout ça issu du PSF. Oui, on peut... Didier Le Serre, il faut qu'on arrête parce qu'on ne se lasse pas de vous écouter. C'était passionnant, c'est passionnant. On attend avec impatience la sortie donc, du cahier d'histoire du national. Des risques d'inviter 2 professeurs d'un coup. Professeur, taisez-vous. Mais vous êtes toujours là. On est payé pour ça. Il y a notre ami qui va pouvoir parler. Alors, donc le cahier d'histoire du nationalisme numéro 23, je crois, ou 24, je ne sais plus, consacré à François de la Roque, l'armée, les croix de feu, le PSF. Qui s'appellera Une vie de combat au service de la France. Voilà. Donc, très prochainement, on nous le présenterons à cette émission. On vous a invité un petit peu avant, on espérait qu'il soit sorti, mais ce n'est pas le cas. Mais ça va être pas tarder. Merci Didier. Merci. Merci à bientôt. Je rappelle aussi que vous êtes rédacteur au journal Synthèse, à la revue Synthèse Nationale, dans laquelle vous donnez des articles, et que dans le dernier numéro en particulier, vous êtes intéressé, si je ne m'abuse, au wokisme. Non, au résultat déjà des élections et à l'implantation des gangs nigérians. En France, c'est ça, exactement. Très bien. Et nous allons recevoir maintenant, nous allons passer à notre second invité de cette émission. Qui a été très sage pour l'instant. Qui a été très sage, oui, on peut le dire. Essayez d'être aussi sage que lui, vous n'intervenez pas trop, ou alors à bon escient. C'était passionnant, donc quand c'est passionnant, on écoute avec... Donc, Thomas White, vous êtes le président, ou le directeur plutôt, mais pas le général. Donc, le président du Rucher Patriote. Président, parce que c'est une association, donc on a un statut. C'est une association, d'accord. Que vous avez créée, donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, depuis maintenant 2 ans. Alors, vous nous avez présenté en 2 mots. Le Rucher Patriote, c'est donc un site d'échange à l'attention destinés aux patriotes d'une manière générale, aux non-conformistes aussi, qui voudraient échanger entre gens de bonne compagnie, si je puis dire, un certain nombre de choses. Alors ça, c'est très vaste. Alors expliquez-nous un petit peu tout ce que vous avez fait, et surtout aujourd'hui, au bout de 2 ans d'existence, un petit peu le bilan de ces 2 ans. Alors, en quelques minutes. Ça fait pas du tout 2 ans que le site est ouvert. Oui, ça fait comme on disait tout à l'heure, depuis l'idée. Parce qu'en fait, on est parti d'une idée. On a lancé l'idée et fait un financement participatif pour voir si ça... Vous étiez venu en parler ici. Oui, voilà, exactement. Et à l'époque, c'était juste une idée et on voulait voir s'il y avait du répondant et il y en a eu, puisqu'on a eu un financement participatif qui nous a permis de payer des développeurs pour coder le site. Donc, il y a eu une phase de développement et le site, finalement, lui-même n'est ouvert que depuis quelques mois et nous communiquons publiquement dessus. Là, c'est tout récent que depuis 2 ou 3 semaines. Alors, l'adresse du site. On peut arriver. Alors, pour trouver le site, vous tapez tout simplement Rucher Patriote dans un moteur de recherche. Rucher comme pour les abeilles. Et vous allez tomber sur le site. C'est rucher-patriote.fr sinon. Et vous pourrez découvrir déjà l'initiative et si vous souhaitez le rejoindre, il y a un petit formulaire pour ça. Alors, le principe du Rucher, c'est un site d'annonce et d'échange entre patriotes. C'est une sorte de Le Bon Coin, si vous voulez, pour une comparaison entre patriotes. Qui vise un public qui se retrouve, comme vous l'avez dit, dans nos valeurs patriotes. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on définit ce qu'est un patriote, nous on a notre charte des valeurs, on a notre manifeste que tous vos auditeurs peuvent aller trouver sur le site et qui leur donnera la définition que nous, on donne de ce que c'est qu'un patriote. Pour nous, un patriote, c'est simplement quelqu'un qui a une conscience et qui a une conscience de temps long.
On a mis 3 chiffres sur notre site, 1500 ans d'histoire de France, 3000 ans d'histoire de la civilisation européenne, si on remonte jusqu'à Homère, et la France est l'un des pays phares de la civilisation européenne. Et puis peut-être plusieurs dizaines de milliers d'années d'histoire des peuples européens, et en particulier gaulois, normands, germaniques, romains, qui vont donner la France. Et on le constate, et on fait tous partie de ceux qui le déplorent, depuis 50 ans seulement, un temps beaucoup plus court, rapporté à ce temps long immense, ce qui nous paraît être une déliquescence, en tout cas quelque chose de dislocation qui inquiète énormément de gens. Et ça inquiète d'autant plus de gens qu'on en parlait un peu tout à l'heure, la difficulté des états-majors qui datent pas d'hier à faire l'union, on le voit encore aujourd'hui, à faire l'union des patriotes par le haut, donne parfois un peu d'inquiétude, voire de désespoir à certains, de se dire mais l'horizon politique est donc bouché, on n'arrivera pas à redresser la situation. Alors, en attendant que les états-majors... Ne jamais désespérer. Voilà, absolument. Ne jamais désespérer, c'est tout à fait notre philosophie. Alors, en attendant que les états-majors politiques soient capables peut-être de faire une union des patriotes par le haut, nous, on essaye de faire une forme d'union des patriotes par le bas, par quelque chose de très concret, aider les patriotes à se trouver, parce que beaucoup se sentent isolés. Il y a des gens qui, comme nous autour de cette table, sont peut-être assez engagés dans des structures militantes, suivent des conférences, etc., qui ont peut-être qui rencontrent beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de patriotes, j'en croise beaucoup, parce qu'ils sont pris par leurs obligations familiales, parce qu'ils sont pris par leurs obligations professionnelles, n'ont pas un environnement, n'ont pas toujours le temps de s'engager, et n'ont pas un environnement où ils croisent des gens qui pensent comme eux. Ou alors, parfois, certains en croisent, mais sans même le savoir, parce qu'ils n'osent pas l'aborder. Il y a un certain nombre de millions de gens qui ont voté patriote. Absolument. Il y a quelques semaines. Plusieurs millions. Tout le monde ne se connaissent pas. Et réaliser le potentiel que ça représente, si ne serait-ce que 1 ou 2% de ces plus de 10 millions de personnes, 13 millions qui ont voté, donc pour des camps, pour des candidats, quoi qu'on pense d'eux, avec les nuances, patriotes. Si ne serait-ce que 1 ou 2% se mettaient en réseau, ça fait des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui échangent entre elles, prioritairement, qui essayent, chaque fois que c'est possible, de réorienter leurs échanges les plus basiques. Je cherche une voiture, je vends une voiture, je donne des livres, je cherche un emploi, je cherche une carte d'enfant, j'ai besoin d'aide administrative, je cherche une maison pour aller en vacances dans le sud de la France ou à la campagne en Picardie. Voilà, je cherche des musiciens pour jouer avec moi, faire une randonnée entre patriotes et des choses comme ça. Alors tout ça, on le trouve sur votre site. Tout ça, on peut le trouver, absolument, on le trouve sur notre site. On a déjà des gens qui ont mis des annonces pour avoir organisé une randonnée patriote, qui l'ont fait. On a déjà des gens qui cherchent des musiciens, on a des gens qui cherchent des chanteurs pour monter des chœurs. On a tout un tas de choses comme ça. Le dernier ouvrage du professeur Le Serre, qui pourra tout à fait le mettre. Voilà, très bonne initiative. Tout à fait. On a des gens qui ont trouvé de l'emploi. Une photo dédicacée du professeur. Voilà, on peut éventuellement... Le Gérard, coûte cher. Tout type d'annonce, tout type d'échange. Et si, comme je disais, 1 ou 2%, ne serait-ce que du camp patriote, se mettaient en réseau et réorientent chaque fois que c'est possible leurs échanges, sans forcément dépenser plus. Simplement, quand vous, au lieu d'acheter une voiture au premier Pékin venu sur le Bon Coin, si vous la trouvez, si vous pensez aller sur le rucher patriote, vous la trouverez peut-être pas, parce qu'on n'a pas encore autant d'annonces, évidemment, qu'on ne va pas rivaliser avec le Bon Coin tout de suite, c'est certain. Mais si vous la trouvez, vous pouvez prioritairement passer par ce biais-là. Et comme ça, on développe une économie patriote. C'est pas le bon coin, c'est le très bon coin, en fait. Mais moi, je trouve que ces choses-là sont très, très intéressantes. Parce que, comme vous faites remarquer, militer, c'est bien. Beaucoup de gens n'ont pas le temps, pas parce que la vie est ainsi faite. Et en fait, il y a plein de choses qui sont du militantisme et qui sont votre vie. C'est pour ça que, par exemple, dans les écoles, quand les gens font des écoles, ils s'en occupent, mais ça fait partie de leur vie parce qu'ils mettent leurs enfants à l'école. Absolument. Et les gens se rencontrent. Et ça n'oblige pas, comme vous dites, à un unanimisme de vote politique. Absolument pas. Et les gens peuvent voter pour le Rassemblement National pour les mêmes raisons, en fait, qui leur appartiennent. Ce sont des gens qui se retrouvent sur un socle de valeurs communes qui sont vraiment l'ancrage dans le temps long de notre histoire et la volonté de continuer à vivre en français, en France, selon notre mode de civilisation, tout simplement. Ceux qui se retrouvent dans ce socle de base-là qu'on a mis sur notre site. Alors, on parlait d'école, d'ailleurs, il y a des gens qui ont mis des annonces pour trouver des professeurs pour des écoles libres ou trouver d'autres parents qui veulent monter une école libre. Il y a déjà des gens qui se sont rencontrés grâce au rucher, grâce à ça, pour développer des projets d'école libre.
Mais il y a un mouvement, en fait, il y a actuellement il y a un peu deux choses. Il y a le mouvement de l'esprit de rassemblement national, mais il y a aussi une idée qui est très à la mode dans les milieux patriotes, c'est l'idée de sécession. C'est-à-dire que les gens ne sont pas contents des institutions, notamment de l'école, de toutes les institutions françaises, mais qui sont devenues plutôt républicaines que françaises, et du coup cherchent quelque chose d'alternatif, se regroupent entre eux. Alors nous, on n'est pas évidemment une plateforme de sécession, c'est pas l'objectif du Rucher, on est une plateforme de mise en relation qui permet aux gens de se rencontrer. Non, mais et le principe est très simple, c'est permettons aux patriotes de se rencontrer, il n'en sortira que du bon. Exactement. L'un des traits du Rucher, c'est que par exemple le Rucher peut être et est déjà une forme de pépinière, par exemple, pour projet patriote. Vous avez un projet patriote, que ce soit d'école libre, comme je disais à l'instant, ou de monter un groupe de musiciens, de vouloir créer un spectacle, ou des choses, tout ce que vous voulez avoir comme projet, monter une association. Voilà, moi-même, je m'étais dit, en lançant le Rucher, il me fallait trouver du monde, des développeurs web. Je m'étais dit, ça aurait été bien que le Rucher soit des ALA. J'en ai trouvé par d'autres biais, mais c'est typiquement, vous avez un projet comme ça, vous pouvez passer une annonce, je cherche des développeurs web, je cherche des gens en communication, un comptable, et puis vous allez pouvoir trouver progressivement les bonnes compétences et faire naître comme ça, faire émerger des projets. Et quand vous n'avez pas de projet, vous n'êtes pas porteur, vous pouvez simplement échanger, je vous dis, donner des livres ou trouver à votre emploi ou en proposer un. Est-ce qu'il y a un onglet agence matrimoniale dans votre... Pas encore, c'est assez demandé. Il faudrait peut-être un jour qu'on le fasse, mais pour le moment... Le Bagaudois, c'est pas, je propose pas, vous restons corrects, c'est pas un oui, j'ai bien compris. Pour la vie, pas un travail d'entremetteur, on signe le contrat d'abord et on ne fait pas qu'avant les rameaux. Comment ça se passe concrètement ? Les bonnes mœurs concrètement, par exemple, quelqu'un veut acheter une armoire pour mettre chez lui ou un bureau. Alors, il va sur le Rucher Patriote et là, il y a justement, alors quelqu'un de Marseille veut acheter une armoire et justement, il y a quelqu'un au Havre qui propose une armoire. Il dit ça parce qu'il veut essayer de refouler une armoire. Alors, il y a le cadavre d'un cambrioleur qu'il a abattu il y a 3 ans. Alors, il voudrait la refiler à quelqu'un qui ne le dénonce pas. Voilà. C'est ça. C'est difficile pour une armoire, mais si c'est des livres, ils se mettent en contact et ils s'envoient ça par la poste. C'est vous qui les mettez en contact Ah oui, c'est vous qui contrôlez un petit peu. Non, pas du tout. C'est un site d'annonce, c'est-à-dire que les personnes publient une annonce et si la personne voit qu'une annonce lui plaît, elle répond, il y a une messagerie interne, la personne qui a publié l'annonce reçoit le message, ensuite ils s'échangent, ils se mettent d'accord entre eux. Voilà, pour s'envoyer ça par la poste, pour faire un déménagement, enfin ça, ensuite les gens échangent. On est une plateforme d'échange, de mise en relation. On n'est pas là pour arbitrer la relation des gens. Les gens sont grands, les gens ils sont adultes, ils viennent, ils mettent une annonce, et puis voilà. Il y a aussi une autre partie sur le Rucher, c'est qu'on trouve pas seulement des annonces, on trouve aussi des ruchistes. Comment on les appelle ? Des ruchistes, c'est-à-dire des patriotes du Rucher, des membres du Rucher. On trouve des patriotes, c'est-à-dire qu'il y a une partie. Vous pouvez trouver, par exemple, si vous cherchez des artistes. Récemment, j'avais un échange avec le youtubeur Grégory Rouze, si vous le connaissez. Grégory Rouze, qui fait d'excellents contenus dans Valeurs Actuelles et sur YouTube, et qui veut monter une galerie d'art, par exemple. Je lui disais, rien que dans sa région des Alpes-Maritimes, en cherchant sur le Rucher, dans la partie ruchiste, j'ai trouvé 3-4 artistes. Des personnes qui ont mis dans leur fiche, qui sont artistes et qui sont dans le coin. Et je lui dis, il n'y a qu'à chercher, on tape artiste, peintre, dessinateur sur le Rucher, on trouve les fiches des gens, il n'y a plus qu'à leur envoyer un message, et s'ils sont intéressés, ils vous rejoignent. C'est aussi ça, l'un des atouts. Et puis on veut développer des tas d'autres fonctions, alors on veut développer par exemple un Rucher des assos, des associations. L'idée c'est de mettre en avant les associations qui sont patriotes ou dont les actions nous paraissent compatibles, sans que ce soit fait par des patriotes, parce que par exemple, beaucoup de gens se posent la question, à qui puis-je donner, qui soit conforme à mes idées ou qui soit pas contraire. Donc c'est aussi quelque chose qu'on veut développer. On veut développer aussi, par exemple, la solidarité patriote. Par exemple, on peut encourager les gens qui veulent faire de l'hébergement patriote ponctuel. Vous savez, quand on se déplace en France, régulièrement, on se dit, si on a un déplacement à faire pour une conférence, pour un travail, pour la famille, on va à l'hôtel parfois. Mais peut-être que dans le coin, il y a des patriotes qui pourraient être heureux de vous accueillir parce que beaucoup de patriotes sont en recherche, en demande, parce qu'ils se sentent isolés justement de rencontrer des gens comme eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut encourager, qu'on veut permettre. C'est assez sensationnel ce que vous venez de dire, quand on y pense.
qu'un patriote français qui se trouve en France soit isolé. Mais c'est oui, le mec, il est en Patagonie. Bon, les amis, ils sont isolés, mais là, il est en France, il est patriote isolé. C'est quand même hallucinant. Les amis, 7 heures avance et on n'a plus que quelques secondes. Donc, voulez-vous résumer en 2 mots le moyen pour nos téléspectateurs de prendre contact avec le Rucher Patriote et de pouvoir aider le Rucher Patriote? Parce qu'aussi, vous avez besoin d'être aidé. Alors, en 2 mots, vraiment très rapide. Le Rucher Patriote, vous tapez Rucher Patriote, vous allez sur notre site. Redonnez l'adresse du site. rucher-patriote.fr. Ouais. Il y a une rubrique ou une page m'inscrire, donc vous pouvez remplir m'inscrire. Si vous connaissez déjà quelqu'un qui est sur le Rucher, il peut aussi vous inviter et vous parrainer, parce que c'est le mécanisme, mais c'est même la voie royale, la meilleure, qui crée la confiance sur le site. Et puis pour nous soutenir, la meilleure manière, c'est surtout de relayer, de parler de cette initiative autour de vous et de parrainer d'autres patriotes pour nous rejoindre. Eh bien, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. De tweeter et de liker. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Votre excellente émission en tant que professeur d'histoire, dont on ne dira jamais assez bien, et je voudrais rappeler le lien, c'est sur YouTube, la chaîne YouTube. Elle s'appelle Pierre Delaubier, c'est un très bon nom. Voilà, un très beau nom, et aussi une très belle chaîne. Vous devriez la faire relayer par le Rucher Patriote, voyez-vous. C'est une excellente chaîne. Voilà, mes amis. 1100 abonnés. 1100 abonnés, 1100 ruchistes de plus pour bientôt. N'hésitez pas à vous associer, d'adhérer à cette initiative. Merci Thomas White, merci Didier Le Serre. On attend votre livre avec impatience et à très bientôt pour une nouvelle émission avec Philippe Randa qui sera de retour, qui sera rendu. Voilà, à bientôt.